Good afternoon, everyone. Ne vous inquiétez pas, je vais parler en français. Sauf si vous avez un grand besoin d'entendre encore plus anglais. Par contre, indiquez si vous ne m'entendez pas, parce que, ouais, pour savoir, je ne sais pas au fond si vous m'entendez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Reed Esslinger, je suis artiste américaine qui réside à La Réunion depuis bientôt 4 ans cette fois, mais 3 ans avant ça, bien avant ça, ça va me dater. Mais je vais vous expliquer tout ça au cours de la présentation. On peut dire, comme beaucoup parmi vous, j'imagine, que j'accorde une grande importance aux objets. Lorsqu'un de ces éléments m'attire mon attention, je me penche pour ramasser où je trouve le moyen de l'introduire dans mon projet de 106 pour un utilisage futur. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, souvent c'est pour une utilisation future inconnue. C'est juste pour vous dire que je suis impulsivement attirée et je n'ai pas honte de ramasser un squelette de grenouille ou un fragment de pneu cassé, tout simplement parce que c'est intéressant. Dans le cadre de mon DNCEP, j'ai suivi aussi des cours des études muséales en parallèle à mon art, où j'ai contemplé l'objet, l'authenticité, l'émerveillant, wonder quoi, et résonance, et les raisons pour lesquelles nous collectionnons. Ces deux passages des scolaires de Susan Pierce et James Clifford m'ont parlé en particulier. Ils m'ont rappelé mes premiers souvenirs de ramassage des cailloux sur le chemin de l'école lorsque j'étais enfant. Un trajet qui durait normalement 20 minutes se prolongeait pendant des heures alors que je sélectionnais des éclats de schiste, des morceaux de quartz rose, de granit, de calcaire, de silex. Ça, c'est des minéraux qu'on trouve dans les lits de rivières de ma jeunesse dans l'Ohio rural et dont les fragments finissaient dans les carrières qui approvisionnent les entreprises de gravier locales. Et je rentrais chez moi avec les poches pleines de cailloux que je trouvais intéressants et suffisamment importants pour les tenir dans mes mains et les ranger dans un lieu sûr. Ma mentalité à l'égard de l'acte de fabriquer découle de l'importance que j'accorde aux matières premières. Expliqué par Pierce, de comprendre que notre attirance, notre attachement et notre pulsion de collection sont liés à nos premières expériences émotionnelles. Ils sont liés avec ces premières expériences émotionnelles dans le monde physique. Et par Clifford, dans ces petits rituels, nous observons la canalisation de l'obsession, un exercice sur la façon de s'approprier le monde. Alors le time-lapse que je vais vous montrer dans un instant, en fait c'était pris à la Réunion l'année dernière et qui sert actuellement comme matière première dans mon travail actuel. Mais pendant que vous regardez moi dans mon espace intime, dans mon appartement, je vais vous raconter un petit peu plus de mon éducation pour vous expliquer un peu le contexte fondamental de ma pratique créative dans l'ensemble. Alors, j'ai grandi dans une famille de fabricants, de collectionneurs, de pilleurs, de penseurs, des enseignants et des inventeurs. Mon père était menuisier et il aime résoudre les problèmes liés à l'amélioration de l'efficacité d'un travail, peut-être autant que le travail en lui-même. Et c'est pour ça qu'il consacre 75% de son temps à résoudre ces genres de problèmes. Ma mère est artiste et professeure d'art plastique aussi à l'EPEA aux États-Unis.
Dans sa pratique créative, elle a traversé les siècles de technologie artistique dans sa propre pratique créative, commençant par l'imagerie lithographique sur pierre et en passant sur les installations vidéo multimédia plus récemment. Les outils, les matériaux et l'espace pour jouer étaient abondants dans mon enfance et l'acte de création était sacré. Une carte d'anniversaire faite à la main ou le marbre récupéré d'un bâtiment démoli et réutilisé comme comptoir de cuisine avait plus d'importance et valeur qu'un cadeau coûteux ou un intérieur conçu par un architecte. Un projet pouvait occuper le salon pendant quelques semaines et c'était tout à fait normal. L'afflux de matériel était constamment réapprovisionné par les plongées de mon père dans les bennes d'ordures, les bonnes affaires de vide-grenier, les échanges amicaux de services qui donnaient lieu à un amoncellement de matières premières pleines de potentiel et de reconversion, mais aussi des vieilles choses, des objets avec des histoires, des objets qui étaient beaux et importants en eux-mêmes et pour leur propre existence. Vous voyez bien qu'on n'utilise plus ça dans les bibliothèques ici. Et donc, dans ce contexte, la remarque récurrente, je peux trouver une utilisation pour ça. I can make a use of that. Pour n'importe quel tuyau rouillé ou soufflet d'accordéon désincarné, était invariablement adjacente à non, on ne va pas acheter ça, quoi que ce soit, parce que nous pouvons le faire nous-mêmes. Lorsqu'on voyait quelque chose et demandait d'acheter. Quelque chose que je répète à mes enfants d'ailleurs, même si je trouve rarement le temps de donner suite. Avec la distance de l'âge et de la géographie, ce n'est que bien plus tard que j'ai perçu que ces circonstances d'abondance matérielle et de liberté créative comme l'énorme privilège qu'elles étaient. Et c'est également dans le cadre des études muséales que j'ai commencé à réfléchir de la manière critique de l'acte de collectionner et la signification de la collection en elle-même comme une sorte de portrait de collectionneur. Et c'est dans les événements transformateurs que ma propre biographie, l'intégration dans une famille réunionnaise et la dissolution ultérieure de cette relation, que dans mon rapport avec les matériaux a commencé à passer de l'amusement à l'éphémère, de l'éphémère au chaos, et au chaos à un besoin d'organiser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma pratique créative dans 3 chapitres. Ça inclut pas tout ce que je fais. J'ai une partie significative que je fais en collaboration avec les artistes de la scène, donc les danseurs, les acteurs, les musiciens. Mais je vais vous parler plus d'un premier groupe des œuvres que j'ai créées avant de rencontrer La Réunion. Le deuxième est une réponse directe et puissante à mon premier séjour à La Réunion qui a eu lieu en 2006 à 2009. Donc ça, c'est des travaux que j'ai faits entre 2012 à peu près et 2021 quand je suis revenue. Et le troisième, c'est consécutif à la fin de ma relation avec mon conjoint réunionnais, peu après notre retour sur l'île, et ces œuvres prennent forme parallèlement à mes efforts pour me reconstruire dans le chaos qui suit ce bouleversement. Alors, l'un des aspects de ma personnalité et aussi ma tendance en tant qu'artiste, c'est que j'ai toujours, je n'ai jamais été trop fan d'être précipitée. J'apprécie beaucoup le processus lent et cumulatif de la création. Et je finis souvent à être embourbée par un processus fastidieux et répétitif
qui épuise tout mon corps. Mais j'aime ça. J'aime bien être consciente de mon corps. J'aime la tension musculaire et la fatigue satisfaisante du travail physique. Et cela apaise mon esprit et c'est une forme de pensée. Penser avec les mains, c'était aussi un autre mantra de mon enfance et qui guide encore ma pratique créative. Et donc la connaissance haptique se situe au même niveau pour moi que la réflexion théorique. Cet acte de ressembler, de s'accrocher aux objets n'est pas seulement un produit de conditionnement, c'est aussi dans ma nature. Je suis persévérante, minutieuse et méthodique, mais comme Rebecca Solnit dit, je crois dans l'importance de se perdre. Je ne sais pas si ça se traduit, mais elle est un écrivain qui a parlé de l'importance de temps en temps de te trouver perdu, parce que des fois on découvre les choses très, très intéressantes à travers cette difficulté. Donc je m'égare, je me délecte, je réfléchis au désordre de la création lorsque j'assemble les morceaux et je ne veux pas gaspiller le moindre parcelle d'un matériau que je trouve beau. Ce meuble, par exemple, était construit progressivement et uniquement avec les chutes de bois des projets des autres étudiants. Je crains parfois que ces tendances à rassembler et conserver ne cachent pas un motif un peu plus troublant qui s'apparente d'une mentalité de théorisation. Mais cela pourrait, et ce que ça peut dire de moi, est-ce que c'est une crainte de la pénurie? Est-ce que c'est une tentative de contrôle par l'enfermement? Est-ce que c'est un peu de la perte, une incapacité de lâcher prise? Donc, comme j'ai mentionné avant, ma mère, elle est vidéaste, dont l'expérimentation dans le nouveau média a eu un effet formateur sur moi, mais le résultat n'est pas ce que vous pensez. Malgré le fait que j'étais bien entourée des matériaux trouvés et des technologies de pointe, j'ai découvert le tissage, sans doute une des technologies les plus anciennes, et je suis tombée amoureuse. J'ai trouvé du plaisir dans l'organisation et en particulier lorsque s'agissait de trouver une place pour les éléments disparates et indisciplinés. C'est ainsi que le processus technique est rapidement devenu à la fois une métaphore pour le mécanisme d'adaptation aux événements de ma vie. Donc, ma première œuvre importante est née d'une méditation sur la perte et la deuil. Ce travail a vu le jour suite à le décès soudain et tragique de mon compagnon à l'époque. Et j'ai utilisé les processus de fabrication textile pour trouver un lien entre les multitudes d'unités individuelles que j'avais rassemblées à partir de divers matériaux. Je les ai cousus, crochetés, tressés, tissés ensemble pour tenter de trouver un confort dans mon désespoir. Et dans certains cas, il a fallu détruire le matériau d'origine avant de le reconstruire ou trouver un moyen de rendre utile le matériau corrodé. Et dans cette pièce en particulier, j'ai pris des vêtements des personnes que je connaissais qui étaient décédées et je les ai déchirés en bandes avant de les tisser à la main pour donner cette forme. Après le choc émotionnel de cette perte, mon corps a réagi de manière intense et inattendue. J'ai développé une mystérieuse maladie gastro-intestinale difficile à diagnostiquer et j'ai appris en écartant toutes les possibilités qu'il s'agissait d'une réaction biologique naturelle au choc. D'un point de vue de l'évolution, lorsque nous sommes dans le mode de lutte ou fuite, nos corps privilégient le flux sanguin vers les organes essentiels et nos muscles afin de fournir les ressources nécessaires pour fuir le danger. Ils négligent ainsi les fonctions physiologiques non essentielles, telles que le système digestif. Et dans d'autres termes, si on est face à un tigre, on n'a pas le temps de manger une barquette. Dans telles circonstances, le tube digestif peut être
déstabiliser et devenir sensible et déséquilibrer le flore intestinal. Et pour faire court, j'ai lutté pendant des années à retrouver l'équilibre et de cette santé de l'intestin qui a par effet secondaire également affecté ma santé mentale. Et le monde méthodique et ordonné de tissage a joué un rôle clé dans mon rétablissement. Le processus de création de ces œuvres était thérapeutique, mais pas uniquement dans le but de guérison. J'ai réalisé en incorporant ces éléments disparaître dans l'ensemble intégré que je donnais un sens aux douleurs et la perte et de la maladie, mais aussi à la reconnexion et la joie de vivre. Ces œuvres étaient une célébration des propriétés physiques des matrices de tissu, car j'ai trouvé une joie intense dans la recherche du potentiel et des limites des matériaux. Et je me suis retrouvée dans un univers de génération créative en constante expansion. J'ai découvert comment les fils se bouclent, s'enroulent, s'entrecroisent grâce à une combinaison de planification et de réponses intuitives aux matériaux. Et ce faisant, j'ai donné naissance à une nouvelle relation entre les matériaux et le sens, que la fabrication était autobiographique et la transformation est transformatrice dans le corps. Donc, cette citation, en gros, ça veut dire que, au moins, je ne sais pas, en français, j'ai pas trouvé jusqu'à aujourd'hui, mais au moins en anglais, il n'y a pas un mot qui veut dire à la fois je et corps. Le plus précis qu'on peut faire, c'est mon corps, mais ça devient une possession. Et donc, c'est difficile de communiquer quelque chose autre que l'objet, le corps comme objet. On ne peut pas dire que le corps, c'est pas moi qui m'arrive. C'est un peu difficile à traduire. Je mets ça parce que j'aimerais préciser que j'ai pas fait mes études de premier cycle dans une école d'art, mais dans une université d'art libéraux. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. C'est un concept des études supérieures aux États-Unis un peu spécial. Et le concept, c'est que vous étudiez pendant 4 ans pour votre licence, bachelor's degree. Et pendant les 2 premiers ans, vous n'êtes pas obligé de déclarer une spécialisation. Donc, au fait, vous êtes encouragé de suivre les cours dans autant de domaines différents que vous le souhaitez. Et l'objectif est que vous trouvez une passion grâce à ce processus, mais aussi que même si vous spécialisez dans, par exemple, art plastique, comme moi j'ai fait, les cours que j'ai suivis en anthropologie, en théâtre français du XVIIIe siècle, de l'écologie et conservation, etc., auront un effet enrichissant sur ma pratique créative. Et c'est pour ça qu'après avoir obtenu mon diplôme, j'ai postulé pour devenir assistante de langue dans le système éducation français, l'éducation nationale, parce que j'avais étudié français un peu pendant mes études et je voulais améliorer. Et ça m'a permis de choisir et découvrir La Réunion. Et j'ai choisi ça parce que je souhaitais une immersion linguistique, car je savais que c'était essentiel de vivre dans une culture francophone afin d'incarner et intérioriser ma connaissance de la langue. Mais j'étais également intriguée par l'histoire de cet endroit, de l'île de la Réunion, dont je connaissais que les grandes lignes à l'époque. Mais j'étais curieuse de découvrir une culture différente de la mienne et de comprendre de près ce que j'avais étudié sur la diaspora africaine, le postcolonialisme, les sociétés formées par le contact interculturel. Et je ne cherchais pas les plages
et le tourisme d'aventure, mais plutôt le contact avec l'autre. Et c'est ainsi que j'ai appris à me connaître aussi. Et j'ai oublié de montrer ça. Lorsque je présente mon travail à quelqu'un qui n'est pas d'origine de l'île de la Réunion, qui ne connaît pas, je commence par le situer géographiquement et par me situer moi-même par rapport à lui. Ma pratique créative actuelle est développée partiellement à ma relation avec l'île de la Réunion et en regardant le travail que j'ai produit pendant les 15 dernières années depuis que j'ai quitté l'île en 2009 jusqu'à mon retour. Il y a une évolution des thèmes que j'ai abordés qui reflètent un processus et les conséquences de cette rencontre culturelle personnelle. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que je dis clairement qu'au début, lorsque je suis arrivée à La Réunion, je voulais que cette rencontre culturelle me submerge au point de me perdre. Je me rends compte de ça maintenant, mais je n'étais pas trop consciente de ça à l'époque, mais je me rends compte que c'était ça mon souhait. J'étais plus à l'aise en renonçant à mon identité pour approprier pleinement et véritablement une autre. Et c'est cette prise de conscience que je fais, comme je dis, à l'âge mûr, en repensant à ma construction de soi par rapport à l'altérité, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, j'ai dit que je n'allais pas trop parler des collaborations, mais je vais parler de une au moins, parce qu'il y a un rapport avec le sujet. Je vais vous montrer, et puis je vais parler de... C'était une collaboration avec artiste persane, Parisa Gaderi, que j'ai rencontré aux États-Unis lors de mon retour. سلام 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 صدامو میشنوی؟ آره صدامو میشنوی؟ آره من اینجام کجایی؟ 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 Coordinate. 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 Fixing a fixture. Fixing a fixture. Tensile strength. Tensile strength. Centrifugal. Centrifugal. Futile. Few. 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 Phew. 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 Swan. Goose. Dazzling. Bears. Hat. حالت خوبه؟ چرا به من زنگ نمیزنی؟ خلبون جوبه Emily, MD, PhD, MSW. پس اونجایی؟ بیا، بودو. Come here please. This is the third time I've asked you. Ask, ask, asterisk, asterisk. ازت خبری ندارم. Up the mountain. Up the mountain. شما خوبی؟ کجایی؟ Coordinate. Coordinate.
Alors, nous allons explorer les aspects qui sont contraignants dans la condition d'être étranger et les difficultés rencontrées dans le processus d'apprentissage de l'assimilation et en particulier la langue. Le sentiment d'altérité est peut-être le plus intense dans le premier temps de la vie à l'étranger. Tout est trop stimulant. Même une visite au supermarché, tout est un défi, comme comprendre ce que vous dit la caissière. L'infantilisation liée à l'incapacité d'exprimer ses besoins fondamentaux ou la gêne d'être mal compris constitue la première étape de choc culturel. Nous avons compati que lors de ces premières rencontres, les gens parlaient fort pour essayer de faire comprendre ou bien éviter le contact visuel. Et si l'information devait souvent passer par un long canal avant qu'on ne parvienne à l'intégrer le langage nécessaire pour fonctionner dans un environnement étranger. Et vous voyez que je lutte encore avec le français. Donc c'est un processus qui prend du temps. La communication impliquait une négociation lorsque le langage est pas facilement exprimé ou reçu. Et donc nous avons vu l'acte de dialogue comme une sorte de danse où la dynamique de pouvoir entre le leader et le suiveur était négociée dans chaque syllabe, chaque trait. Et donc pour ces vidéos, nous avons choisi de guider la main de l'autre dans l'écriture des phrases de base nécessaires dans les contextes quotidiens, en alternant entre le farsi et l'anglais. Et la main qui suit ne savait pas ce qu'il allait écrire. Et donc il y avait une résistance subtile qui conduisait à des moments de maladresse ou de micro-friction dans la collaboration pour faire sortir les mots. Le langage fonctionne à plusieurs niveaux dans mon travail en raison de sa nature paradoxalement concrète et imprécise. Comme les éléments de base de langage, les composants de mes installations et performances fonctionnent comme des symboles dont l'engagement actif crée du sens. Cependant, le langage est souvent présent en son ou en écrit dans l'œuvre. Je vais vous montrer ça en expliquant. Je vais mettre le son, je vais continuer à expliquer. Ok, dans cette œuvre qui s'appelle Barrier, frontière ou obstacle, le langage fonctionne à plusieurs niveaux. J'ai déjà dit ça, excusez-moi. Donc souvent en anglais, nous parlons de l'obstacle à une véritable intégration dans une autre culture comme étant bloqué par une soi-disant barrière linguistique. On dit the language barrier, c'est la première chose qui nous bloque. Mais en réalité, il s'agit d'une barrière poreuse à travers laquelle une partie du sens est effectivement transmise et l'autre partie est désespérément abandonnée ou mal interprétée. Le processus de traduction est imprécis et parfois ressenti dans le corps, comme une extraction ou une incision. Dans cette installation performative, j'ai construit une pièce à laquelle le spectateur n'avait pas accès, il pouvait juste regarder la personne qui faisait la performance. Et donc elle existait dans cet espace interne et le spectateur le voyait à travers un écran qui était presque transparent parce que c'était illuminé depuis derrière. Donc les mots, ils avaient l'air de flotter dans l'espace.
L'histoire qui est racontée dans cet espace donne l'issue des mots qui sont brodés à pointe de chaînette sur le même membrane de tissu, et c'était fait exprès pour qu'ils puissent être enlevés comme ça. C'est celle de l'humiliation, de l'incompréhension, des efforts d'assimilation et l'effacement des mots du coup est violent. Ils sont arrachés de la surface. Mais c'est aussi une histoire d'autonomisation, de résistance, de résilience et de récupération de l'agence. L'interprète peut choisir les mots qu'elle veut démêler et quand les laisser, carrément, c'est toujours sur la surface du tissu. Et son écriture qu'elle met par terre, c'est une action physique qui porte la conséquence du marquage. Le motif qu'elle presse le fil dans le sol ne forme aucun texte au sens littéral. Hein. Elle ne crée pas des formes de lettres intelligibles dans aucune langue, mais c'est chargé de cette essence d'inscription. Elle réagit, elle interprète et invente le sens des mots qu'elle transfère d'un plan à l'autre. Alors, lorsque je suis arrivée à La Réunion, j'ai cru naïvement, j'étais jeune, j'ai cru naïvement que mes qualités d'adaptation allaient me permettre d'établir un lien authentique avec l'autre. Je n'avais pas réfléchi à ce que cela signifiait pour moi en tant que femme blanche américaine, curieuse, privilégiée, qui essayait d'entrer en contact avec, par exemple, le couple Malbar âgé dans leur gîte dans lequel ils ont loué une chambre pour moi à Saint-André pendant les premiers mois que j'étais sur l'île. Mais à l'époque, mon objectif était de plonger en profondeur, poussée par la fascination et la curiosité, et j'étais ouverte et malléable. J'étais prête à me perdre dans ce processus de découverte, et j'ai appris plein de phrases mélodramatiques en regardant un feuilleton avec eux, en séparant les fibres collantes de Tijac. Ils m'ont appris plein de choses dans ma cuisine. Et j'ai appris ce que c'était, je n'ai pas participé, mais j'ai appris ce que c'est la dilafée en écoutant Radio Canada, tout en façonnant à la main les bonbons piments. Donc, comme je dis, j'ai appris plein de choses au niveau cuisine dans ces premiers mois, c'était chouette. Mais aussi un peu le rythme de la langue. Je n'avais pas compris encore ce que c'était la signification de créole, et puis j'étais en train d'apprendre ça et français en même temps, mais je ne sais pas si mon but était vraiment de devenir un crocodile, mais je voulais y ressembler le plus possible. Mon expérience de cette île est subjective. Pendant 17 ans, j'ai aussi été intimement liée à une personne originaire de l'île. La relation que j'entretiens avec La Réunion passe donc principalement par ce prisme de cette relation personnelle, et je vois ça comme une rencontre culturelle au micro-échelle, dont les heures et les acquiescements ont fluctué au fil des ans. La volonté initiale que j'avais en 2006 d'être absorbée par la culture réunionnaise m'a assimilée pleinement au rythme quotidien, au cadre mental d'ici, au moins de ma belle famille. En camouflant mes tendances naturelles, a conduit au fil des années, par contre, ça a conduit au fil des années une certaine résistance interne, parce que je commençais à me sentir un peu effacée.
et j'avais un désir d'être vue à nouveau. Lorsque je suis retournée aux États-Unis en 2009, donc après le premier séjour aux États-Unis, en fait c'était pour commencer mon DNCEP. Donc j'ai fait un gap de 3 ans entre licence et master, et ce période s'était passé à La Réunion. Donc quand j'étais acceptée dans un programme de master, je suis retournée en 2009 à l'Université de Michigan. Et beaucoup a changé. J'étais une nouvelle mère, mon conjoint était en plein choc culturel, maintenant c'était son tour à lui. Et j'ai essayé de diriger ce que les 3 ans précédentes m'avaient fait subir physiquement, mentalement, émotionnellement. Mais j'avais la sensation d'être à la fois étirée et comprimée. Et je ne pouvais pas m'en défaire. Je n'étais plus intéressée par la création d'objets statiques, mais par l'incorporation de mouvements d'une manière ou d'une autre. Le moment de passer un seuil, l'entre-deux que j'avais besoin d'explorer. Et je n'étais pas la personne que j'étais aux États-Unis avant de vivre à La Réunion, mais je n'étais pas non plus complètement assimilée à La Réunion, et maintenant j'étais de retour soudainement aux États-Unis, donc j'étais perdue. Donc, je viens de dire que je voulais le mouvement. Ça, c'est peut-être la seule chose que j'ai créée, que c'était pas littéralement, qui n'a pas utilisé littéralement le mouvement. Mais par contre, moi, je considère que cet objet n'est pas un objet. C'est une image de processus où le vêtement n'est jamais fini. Le travail est donc, ou l'œuvre est donc une verbe et pas un nom. Non, ça marche mieux avec le travail. Le travail est donc un verbe et pas un nom. Je résiste l'idée que cet objet est complète et statique. Il s'achève lui-même. L'immobilité du fil nous laisse ici avec une direction de mouvement non spécifiée. Est-ce que la figure monte ou descend? Mais certainement, c'est à travers ce seuil. Donc, Vested for Apotropaic Breath, c'est le titre. Et ça a commencé comme une enquête sur le tissage d'une veste, qui était le design d'un maître tisserand fameux, Peter Collingwood. Je crois qu'il est britannique. Et lui, il a conçu une idée où c'est pas efficace du tout, mais si vous voulez tisser un vêtement en haut, tout à la fois sur un métier tissé, vous pouvez. Ça suffit de faire 4 couches différentes de tissage et faire en sorte que vous les entremêlez pas. Et quand vous arrivez, donc vous êtes, c'est le bas du vêtement, ça c'est les manches, les 2 manches, et ça c'est le partie qui entoure le corps. Et donc vous tissez de bas en haut, et quand vous arrivez aux aisselles, vous allez commencer à couper les fils de l'extérieur à l'intérieur et les réincorporer, et ça va lier le manche avec le corps. Donc, dans ce travail, j'ai fait en sorte que les extrémités de la chaîne soient extra longues, plus longues que nécessaire, afin d'avoir quand ils étaient réincorporés dans la manche, elles pouvaient être utilisées après pour étirer le vêtement, quand je l'ai cousu dans l'écran, créant ainsi un espace pour un corps, un espace potentiel. Apotropaique, ça vient du grec apotropaios, et ça détourne, ça signifie de détourner le mal.
C'est avoir le pouvoir d'empêcher le mal ou la malchance. Et les associations de magie et les occurrences singulières inexplicables aux miracles omniprésents dans la naissance se prétend à ce talisman qui n'est pas ni ascendant ni descendant, ni naissant ni périssant, mais simplement en mouvement. Donc aussi, dans cette période de retour, après la première période à La Réunion, j'avais cette notion de passage que je ne pouvais pas lâcher. Et ça commence à vraiment bousculer mon rapport avec la façon de créer de l'art. Donc j'ai commencé à écrire beaucoup. J'ai écrit des textes ethnographiques autoréflexifs. Ça veut dire que j'ai commencé à analyser mon propre culture à travers cette rencontre avec l'autre. Et je fais ça autant pour la valeur en tant qu'outil analytique que pour une texture supplémentaire que j'ai utilisée certaines fois dans l'expérience sensorielle de l'espace. Donc j'ai utilisé comme son dans cette installation. Mais le travail ne consistait plus à collecter, conserver, incorporer les éléments ensemble. Il fallait un mouvement littéral. Je voulais vraiment avoir une geste dans l'œuvre pour donner un sens à la transformation que je venais de vivre. Donc j'ai pris le dessin de tissage de la veste de Peter Collingwood et j'ai fait des extra longues files encore une fois. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a attiré cette idée. Et cette fois, au lieu de les embobiner sur le derrière du métier à tisser, je les ai passés en dessous et puis la tension a été mise en place par leur emplacement dans le mur. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe que je vais vous montrer dans un instant. Donc, on entrait la galerie en longeant un mur de fil jaune. Chacun était alourdi par des sacs individuels de poudre de curcuma et de sable de lave gris, sable de lave, quoi. Et au coin de la rue, on entend une voix étouffée se faire entendre. Donc, quand on tourne, on rentre dans un autre espace et on sent une chaleur étouffante et ça donne l'impression d'être une salle d'attente. On voit une cascade de fils roses émerge du haut du mur et descend jusqu'aux poutres arrière d'un métier tissé à 8 harnais. Une femme tisse un vêtement sur le métier. Le dos et le devant du torse, ainsi que le dos et le devant des manches, sont écrits ligne par ligne, tandis qu'elle tisse 4 couches de tissu simultanément. Arrivée à l'aisselle, elle les incorpore de nouveau pour rejoindre les manches avec le corps. Et pour faire ça, au lieu de couper les fils, j'ai demandé à les gens que j'ai embauchés pour faire la performance qu'ils tirent tout simplement le fil. Donc ça a libéré le sac de l'autre côté et c'était seulement à travers cette action de se débarrasser de ça que le fil pouvait passer. Donc l'histoire qui était racontée dans cet espace n'est pas vue mais ressentie à travers la chaleur des lumières roses et la lenteur du processus. Ça a pris à peu près 3 semaines pour finir toute la cascade de fils. Et la voix qu'on entend raconte qu'elle attend dans la préfecture la carte de séjour, parce que c'est ce que j'ai vécu. Et elle se trouve
dans un mer de corps chaud, inconfortable et en attente. Elle n'est pas différente en principe, mais la réalité, c'est qu'elle a hérité des privilèges qui lui font percevoir que ce purgatoire momentané comme une fenêtre sur ceux que n'ont pas le même avantage. Bon, ça, c'est une actualité plus récente, ça fait juste à peine un mois ou deux. La procédure de demande de renouvellement de carte de séjour depuis a été transférée en ligne, mais il y a un retard incroyable et les gens doivent toujours se rendre en personne pour régler les choses. Il y a toujours des choses qui ne peuvent pas se faire en ligne. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin de réponses et pas assez de personnes pour traiter le papier. Je vous confie que j'attends 14 mois pour le renouvellement de ma carte de séjour. Ne vous inquiétez pas, j'ai le droit de travailler. Mais ça fait 14 mois que je suis dans un état perpétuel de stress de bas niveau. Il y a de nombreuses procédures administratives qui sont au point mort depuis que je suis dans cette salle d'attente. Et je reconnais le privilège relatif que j'ai dans les circonstances spécifiques de mon statut, de mes origines, etc. Mais je dis ça là pour souligner le fait que j'ai une sensibilité accrue à la précarité de l'expérience immigrée et que c'est ce qui m'a motivée dans ma recherche créative. Alors pour ce projet, je voulais jouer avec le mot camera obscura et au lieu que c'est une salle facile à comprendre, c'est camera perspicuous ou transparente, que c'est ironique de l'expérience humaine ou du déracinement et de réinstallation dans un lieu étranger. J'étais en train d'étudier les villages noirs de l'Europe du début du XXe siècle, les expositions ethniques de l'exposition universelle où les gens soi-disant exotiques étaient embauchés pour mettre en œuvre des rituels pour une attraction touristique. Et donc c'est une salle de vision d'une spécimen d'un point de vue extérieur, contrairement à une caméra obscura qui permet d'observer et enregistrer le monde extérieur. Donc, Camera Perspicuous est un portail à travers lequel les observations d'exotisme et de différence sont traduites en récits personnels de déplacement, d'aliénation et d'ajustement, où j'ai mis des mots d'ethnographes notables historiques, donc depuis un peu le début de l'histoire de l'anthropologie jusqu'à les ethnographes contemporains. Et j'ai mis des passages où ils parlent de l'altérité et comment étudier l'autre. Donc il y avait des extraits des entretiens. En plus que ça, il y avait des extraits d'entretiens que j'ai menés avec des immigrants qui exploraient des nuances d'être étranges, externes et en dehors de simples catégorisations. Donc, il y avait plusieurs performances qui ont lieu dans cette Camera Perspicuous, et une, c'était, j'ai appelé Site. Dans cette installation, je me suis intéressée avec l'altérité, précisément dans les relations entre l'anthropologie et l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire d'exposer une femme blanche de classe moyenne américaine? Est-ce qu'elle est exposée et chaque geste est analysé, fétichisé? Et ce qu'elle fait dans cette performance, c'est qu'elle déterre, elle creuse par terre, c'est de l'argile, et elle enlève des manches très longues, encore une fois très longues,
Et elle est coudre sur l'écran devant, qui est le quatrième mur de cet espace. Et puis, elle coupe une petite ouverture et puis elle peut mettre ses bras dehors. Et dans la deuxième performance, je voulais faire référence au laboratoire photographique portable qui était introduit sur le terrain lorsque la photographie et l'anthropologie étaient des domaines naissants. Et la performance se déroulait à travers ces manches qui étaient mises en amont. Et la performance écrivait le liquide correcteur de Blanco sur une feuille, donc on ne voyait pas, c'était de blanc sur blanc. Elle les a développés dans le thé noir et puis elle a laissé tomber par terre. Et on pouvait trouver les mots qu'elle entendait de ces ethnographes et ces immigrants écrits sur les feuilles et les trouver par terre. Donc, quelques années plus tard, de retour aux États-Unis, j'ai commencé à réfléchir à mon implication personnelle dans l'histoire de l'immigration aux États-Unis. En tant que terre d'immigration, un pays d'immigrés, personne n'est originaire d'ici, à l'exception des populations indigènes d'origine. Donc, on est presque tout le monde immigré. Donc, tout le monde est autre. Et en outre, la célébration, on a une certaine tendance aux États-Unis, on a une célébration de l'hétérogénéité de nos racines. Ça fait partie de notre mythologie nationale. Mais c'est également une tradition américaine profondément ancrée de vilipender le dernier vague d'immigration. Qu'il s'agisse des Chinois dans les années 1850, les Irlandais, les Allemands dans les années même 19e siècle, ou les Européens du Sud, les Italiens ou les Polonais, au tournant du 20e siècle, ou les vagues plus récentes en provenance d'Amérique latine. Donc nous entendons, c'était à peu près la même époque que Trump était élu la première fois et a mis en place des décrets très racistes basés sur exclure les gens spécifiquement qui venaient des pays principalement musulmans. Donc, aux États-Unis, nous entraînons une relation cyclique avec l'autre qui commence par le rejet, l'ostracisme et finit par l'assimilation et la célébration après. C'est pour ça que Thanksgiving, c'est toujours contentieux. On oublie un peu l'histoire très très difficile de se passer. On essaie de juste se rejoindre sur la table ensemble et s'apprécier, qui n'est pas mauvais non plus. Mais donc, à l'époque, nous vivions en Californie, dans une région rurale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je n'ai pas le chiffre en tête, mais la plupart de la nourriture aux États-Unis vient de Californie. Donc, c'est très important. Ce n'est pas que pour Hollywood ou Silicon Valley, c'est aussi pour l'agriculture. C'est très important. Et nous, on habitait dans une région rurale, dominée par la grande agriculture, ces énormes business agriculture, et dont le main-d'œuvre était essentiellement constitué des travailleurs migrants. Et c'est une partie du pays connu pour ses paysages très beaux, ensoleillés, qui attirent le tourisme de vacances. Mais aussi c'est connu pour capitaliser ces grandes entreprises agroalimentaires. C'est un endroit où les disparités en termes de richesse et pauvreté, richesse et des opportunités sont extrêmes.
Donc certains Américains les plus riches et les plus pauvres vivent dans la même région. Donc c'est également à cette époque que les Dreamers sont devenus un sujet politique. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce sujet-là, mais les Dreamers sont les immigrés sans papier qui sont arrivés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants. Donc c'est-à-dire que les parents, ils ont franchi la frontière, ils ont amené leurs enfants. Donc ils ne sont pas citoyens, mais on voulait, dans l'époque d'Obama, on voulait trouver un chemin pour atteindre la citoyenneté. Donc j'ai commencé une série de hamacs qui utilisent le soleil, parce que le soleil est symbolique de le malheur et le bonheur dans ce sens-là, et qui est un objet qui représente le loisir. On a le privilège d'être né dans une situation de loisir ou pas. On le crée aussi, mais il y a pas mal de choses qui sont créées avant. Donc ça, c'est ma fille quand elle avait 8 ans. Donc, quoi que soit, si c'est en France ou aux États-Unis, je réfléchissais profondément aux privilèges dans lesquels mes enfants sont nés. J'ai utilisé le soleil pour vraiment parler de ses loisirs et ses difficultés. Si on travaille dans le soleil, c'est dur. Et il y avait aussi des entretiens des travailleurs migrants qui travaillaient sur la chaleur dans l'espace. Et ça, c'est notre jardin à l'époque. C'était un ranch. Ok, je vais faire un petit peu plus vite. Ça, c'était une réflexion un peu sur le même sujet de qui peut rentrer ou qui ne peut pas. Et donc, j'ai créé une barrière avec 2 personnes qui faisaient une performance de chaque côté. Le son, c'était encore une fois un montage de ces voix de ethnographes et immigrants, un peu mélangé, un peu aléatoire. Et à chaque fois que le son apparaît d'un côté, la personne de ce côté embobinait vers elle ou lui. Et chaque fois que ça changeait, ils étaient obligés de lâcher et laisser le fil passer de l'autre côté. Et les fils étaient enrobés pas fusain, mais quelque chose comme fusain, pour que ça marque en même temps que ça passe le fond d'une porte. Donc c'était à la fois une porte et une barrière. Ok. Quand j'ai habité encore en Michigan, ça c'est la 3e partie, mais je fais une petite référence en arrière. Quand j'habitais encore en Michigan, j'ai étudié une sélection de tissages de bandes étroites de la collection de Michigan State University, c'est notre université, ils avaient une collection de textiles africains. Et le concept de construction d'un textile à partir d'assemblage de bandes étroites est répandu dans nombreuses cultures d'Afrique du Nord et de l'Ouest, comme le tissu dogon au Mali ou le country cloth en Libéria. Et vous allez peut-être reconnaître le Ashanti Kente cloth qui vient du sud de Ghana. Et l'avantage de ce procédé, c'est que le métier tissé nécessaire à la fabrication des bandes peut être léger et donc facile à transporter. Et donc beaucoup de ces cultures étaient nomades et donc la structure petite et mobile s'adaptait donc à leur mode de vie mobile. Et donc j'ai étudié en reproduisant. Donc ça c'était mon tissage à la base de cette kente cloth. Donc je me souvenais de ce fait des années plus tard, alors que ma relation, mon mariage était en train de s'effondrer. Une grande partie à cause du stress de tous les déménagements qu'on a subis ensemble.
Et je me suis tournée vers le tissage, encore une fois, comme processus apaisant et outil de réflexion. Alors que je me demandais pendant des mois et des mois si je devais quitter la situation toxique et commencer une autre voie de ma vie. Et en même temps, une autre résultat de le stress physiologique, c'est qu'on perd nos cheveux. Et donc, j'ai perdu mes cheveux et j'ai décidé de les tisser pour méditer sur cette grande décision. Donc, c'était productif et procrastination en même temps. Et en tissant, je me suis souvenue de l'histoire de Pénélope, la fidèle épouse d'Ulysse, qui tissait tous les jours, toute la journée, en promettant de choisir une prétendante lorsqu'elle aurait terminé sa tapisserie, et elle défaisait tous les soirs pour rester fidèle à son mari. Mais dans mon cas, c'était un peu l'inverse. Je savais que je devais agir, mais je me sentais paralysée. Et donc ce processus de tissage minutieusement lent n'était pas comme dans beaucoup de mes autres œuvres, un moyen de ralentir et méditer sur un thème. Il s'agissait plutôt de la vitesse à laquelle je pouvais aller à ce moment-là. Les infimes progrès sont imperceptibles, à peu près 1 centimètre, ça m'a pris 8 heures. Mais ils sont réalisés avec la conviction que le chemin menait quelque part. Donc, il y a une vidéo en cours qui prend un time-lapse. J'ai réfléchi à 2 boucles que j'ai fait dans ma vie. Une, c'est de la maison d'enfance de mon enfance, à l'expérience transformatrice à mes études en Michigan. Et l'autre boucle, c'était de revenir à La Réunion après 12 ans aux États-Unis. Et donc j'ai un time-lapse où ça lie les 2 chemins qui... on ne sait pas si on vient ou on part. Je vais laisser à ça pour l'instant pour passer à autre chose, parce que ça, c'est ma pratique actuelle. Je vais vous laisser voir ça un instant et je vais parler de ça un peu après. Je ne sais pas si... Donc, ma pratique créative actuelle, c'est motivée par un besoin sincère et urgent de m'organiser, mes pensées, mes émotions, tous mes objets qui sont accumulés dans mon histoire. Et ma collection est devenue, comme j'ai appris récemment que ça s'utilise en français, too much, vous utilisez ça. Ce besoin d'organisation découle d'une période instable, domestique extrême. Comme j'ai mentionné, on a voyagé entre 2018 et 2021 5 fois. Donc Michigan, Californie, Louisiane, Texas, Ohio et puis La Réunion. Et ça a mis en détresse notre couple. Donc la décision de retourner à l'île de La Réunion était une partie motivée par la fuite, c'était pendant la pandémie, donc on voulait venir ici, quoi. Mais il y avait aussi des objectifs de longue durée, comme celui d'assurer que nos enfants connaissent le côté réunionnais. Mais ça a fait boucler un cercle et mis en lumière certains problèmes que nous ne pouvions pas résoudre. Et donc, du coup, je suis en train de redéfinir ma relation avec La Réunion, parce que je connais La Réunion qu'à travers mon partenaire, et donc j'essaie de comprendre le paysage à travers mes affaires, etc. Donc c'est une série, j'ai fait plusieurs.
Et je vais vous laisser avec un extrait de la dernière où je commence à jeter les choses. Si j'arrive à trouver. Attends. Donc ça c'est une. Ça c'est l'appartement tout petit. Merci beaucoup. Des questions? Alice? Is it okay if I speak in English? Oui, mais je vais traduire pour tout le monde. Okay. Je vais essayer. I was wondering if I saw it correctly, some of the works that you showed in the beginning were made of metal wire. Mhm. I was wondering how that would work technically, so like how you would. The cable? So these like big structures that hang from the ceiling, they look like wire. Yeah, maybe you can go back a bit. Yeah. This one? This one and then the one after as well. This is fishing line. Ah. Elle a demandé par rapport aux matériaux si comment on faisait. Ça c'était en fait une câble de suspension que j'ai tressé, démêlé et puis retressé à ma manière. Et ça c'était par contre sur un métier tissé, mais c'est le fil de pêche à la base et c'est très chiant. Yeah, that's why I was wondering how you did that. Mais bon, c'était agaçant, mais en même temps, ça m'a permis de bouger les fils, qui n'est pas permis si tu as de laine ou quelque chose d'autre. Et donc, j'ai joué avec ça, quoi. J'ai bougé pour créer des formes terrestres de rivière. Ouais. Mais pour avoir la tension égale toute la largeur c'est difficile. Okay, thanks. Yeah. D'autres questions? Aussi pour celle-là, et juste en général, je me demande comment tu choisis ces couleurs. Et s'il y a une significance par rapport à la douleur, par exemple. Non, il n'y avait pas de code ou index sur. En fait, c'était plus que j'avais ramassé les matériaux et je les ai mis ensemble dans le. Donc, le fil cuivré en haut qui n'est pas rouillé, ça venait d'une bobine dans l'atelier de mon grand-père qui était inventeur. Donc, il y avait plein de choses de mécanique. Donc, en fait, le bobine était belle en elle-même, mais je voulais utiliser le fil aussi.
Il y a des cheveux là-dedans, il y a des fils corrodés d'électricité aussi, donc c'était plus un choix des choses que j'avais déjà ramassées, mais qui avaient une association avec des gens. Donc c'était pas autant leur propreté de couleur ou texture, c'était plus leur origine. Ok. Ok, ouais. Moi, je pose une question, du coup. Je cherche, attends, comment je vais formuler la chose, que c'est une question assez générale, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est que c'est très organique, tu l'as dit. C'est lié aussi à la question du corps, et ça, c'est intéressant dans un travail de volume. Mais, alors, c'est peut-être ma vision personnelle de l'histoire de l'art, mais pour moi, l'ensemble des artistes américains qui travaillent le volume sont peu liés à une pratique organique. On a plutôt une question de l'ordre du minimalisme ou de quelque chose d'assez formel. Je sais pas, j'ai en tête Donald Judd par exemple ou d'autres. Donc je trouve intéressant de voir qu'effectivement il y a une pratique chez des artistes qui viennent des États-Unis qui est liée et qui est organique. Et du coup, comment toi tu te positionnes? Est-ce que c'est parce que justement il y a une appropriation d'autres territoires qui t'a permis d'explorer cette pratique-là, en dehors de la pratique personnelle que tu as évoquée, et le besoin d'extérioriser ces choses-là? Ou est-ce que, en fait, moi je me trompe et il y a plein d'artistes américains qui travaillent sur l'organique Vous trompez. Bah, tant mieux. Non, je comprends le point que vous voulez dire. Mais dans les années 70 surtout, il y avait beaucoup d'artistes qui mettaient en valeur le fibre, l'artisanat, mais aussi spécifiquement le fibre en général. Et même les années 50, Ruth Asawa, c'est une artiste Japanese-American, qui a fait des formes très modernes, donc pas aussi liées avec les histoires de post-contemporary stuff. Mais quand même plus organique en forme. Donc, Fibers, en ce moment, c'est apparemment bien à Venise, il y a beaucoup de fibres, n'est-ce pas? Mais non, j'ai attiré beaucoup des années 70, aussi conceptuellement aussi le féminisme et tout ça, j'étais vraiment alliée avec ça. Mais pour moi, c'est rarement la forme qui vient en tête en premier, c'est plus le processus, c'est les réactions matérielles et de suivre le processus, au moins avec ces travaux plus anciens. Mais plus tard, il fallait planifier. Avec tout ça, il fallait planifier avant et faire des maquettes. Donc en fait, ça a changé vachement. Mais c'est quand même une réponse, c'est pas une conception en amont. Moi j'ai en tête une artiste américaine que j'adore qui s'appelle Anna Hamilton, dont le travail, je ne sais pas si tu vois. Anna qui? Anna Hamilton. Ah oui, ça c'est une de mes références principales. Et j'adore son travail, j'avais vu à Lyon notamment une rétrospective magnifique au musée d'art contemporain. Et notamment sur la difficulté du langage, enfin ce rapport au langage, je trouve qu'il y a beaucoup de résonance. J'apprends beaucoup. Ouais. Oui. Ça résonne. Oui. Si vous avez tous eu moi en cours, donc je pense que vous avez tous entendu parler de Anne Hamilton. Ouais. J'ai montré ça avec l'anglais. D'ancrage au territoire que tu as. 100%.
Surtout, Chloé, je rajoute, la question c'était comment je me redéfinis, je trouve un ancrage ici sans mon identité liée avec mon ex-conjoint. Une des problèmes, c'est que j'ai sacrifié beaucoup dans ma pratique créative pendant des années, pour plusieurs raisons, mais une c'était par rapport à cette couple, et donc en refaisant un contact avec une communauté d'artistes ici, et surtout dans le cadre d'être prof, parce que j'adore le rapport entre mes étudiants et moi, ça me nourrit. Oui, je me retrouve, absolument. Moi j'avais une question aussi. C'est pas vraiment une question, c'est un peu vaste, je sais pas comment la formuler, mais je trouve que ta question est super intéressante parce que justement je voulais vous poser, vous parlez souvent de privilèges, vous parlez souvent de votre position par rapport à ça, et le rapport au paysage, surtout le rapport à la créolité et à la Réunion, c'est une question qui traverse énormément d'hexagonaux qui viennent du coup sur l'île et qui se confrontent à la réalité postcoloniale et tout. Et du coup, je me demandais si vous dissociez le paysage et les personnes qui habitent le territoire, parce qu'il y a des gens qui dissocient les deux. Et je trouve que ce qui est intéressant dans notre monde, c'est à quel point il est interconnecté et à quel point, en fait, même si vous venez des États-Unis, à cause de la mondialisation, il y a des choses qu'on peut retrouver à La Réunion, il y a des réalités réunionnaises qui sont très liées aux réalités américaines. Et voilà, du coup, déjà ma question c'était est-ce que ça vous arrive de dissocier le paysage et du coup les gens qui incarnent le lieu sur lequel vous habitez, ou est-ce que pour vous les deux sont indissociables? Je dirais que, comme j'ai dit, l'objectif de venir et approfondir mon français, c'était un objectif, et l'autre c'était de vivre dans une post-colonie. Mais je sais que ça c'est peut-être prétentieux aussi de penser comme ça, mais je voulais voir ce que c'était. Comme j'ai dit, j'ai vécu dans une gîte à Saint-André. J'étais la seule assistante d'habiter là-bas, toutes les autres étaient à Saint-Denis en coloc. J'ai même pas visité l'Ouest pendant toute la première année de calendrier. Donc c'était plus Saint-André, Salazie. Et puis j'ai rapidement rencontré mon ex-conjoint. Et lui il vient de la rivière Saint-Louis. Et j'ai connu l'île et la culture à travers lui. Donc le premier séjour de 3 ans, c'était vraiment lui et son démographique à lui. Et c'est qu'en 2021 que je me suis dit, waouh, il y a plein de diversité à La Réunion, je n'ai jamais connu, parce que j'ai connu cette seule personne qui représentait, un peu comme pour lui, peut-être je représentais l'Amérique pour lui, je ne sais pas. Mais après, aux États-Unis, les choses on ne peut pas aller en profondeur, mais il y a plein de choses qui ont des similarités, ou même des équivalences dans l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en quittant chez soi, on voit un peu mieux chez soi. Et donc, juste la définition de racisme, ou qu'est-ce que c'est qui définit une race et une autre aux États-Unis, c'est une chose, ici c'est une autre. Et donc, c'est des choses comme ça, on ne peut pas savoir si on quitte pas son pays. Mais même la notion de privilège, elle est différente aux États-Unis et en France. Je pense que ce serait justement super intéressant de lier ces deux notions-là, puisque vous parlez d'un privilège qui est propre au territoire américain, mais en France c'est totalement différent, même ces notions-là d'ethnie, de race et tout, c'est des notions qui sont totalement différentes en Europe et aux États-Unis, c'est vraiment complexe comme histoire. Mais c'est super intéressant. Merci. Bien. Ah si, il y a une question. Ah, c'est pas la clé. Moi, j'avais une question par rapport à la réception des œuvres par rapport au public, justement.
parce que ton travail est très personnel, il était ancré par toi-même, du coup, et ils ont demandé, est-ce que le public, les spectateurs, tu avais l'impression, en tout cas, qu'ils comprenaient ce que tu essayais de transmettre, ou pas du tout, ou est-ce que... Voilà, comme c'est un travail très personnel, c'était un peu dur de le transmettre à travers le plastique et tout, et donc, qu'est-ce qui se passe entre la réalisation de l'œuvre, quoi. C'est une bonne question. Surtout que je parlais d'une expérience que j'ai vécue ici et que c'est pas seulement que les gens connaissent pas bien la Réunion, il y a plein de gens qui n'ont pas vécu ailleurs pendant une certaine période et eu cette expérience. En même temps, aujourd'hui, je vous ai raconté plein de choses personnelles que je ne racontais pas dans le galerie et c'était. Je voulais que le côté personnel soit vraiment incarné. Que c'est, comme j'ai dit, ce sentiment, cette sensation d'être étiré et comprimé en même temps. Et il y avait, en fait, tout était dans le corps. J'étais très animée, attirée avec la danse. Je ne suis pas danseuse, mais je veux être, quoi. Et parce que ça me parle. Et je pense que quelque part, même si on ne comprend pas mon histoire spécifique, on peut quand même comprendre quelque chose à travers les actions et les matériaux, les gestes. J'espère. Mais du coup, ton but, vraiment, n'est pas vraiment d'être comprise, c'était plutôt d'exprimer quelque chose au lieu d'être comprise. Comprise dans le sens où si il y avait une frustration, un sentiment d'être soulagé, je voulais que ça soit compris. Quand même. Et après, les textes qui étaient mis dans les installations, on entendait en anglais l'histoire, mais c'était pour une public américaine. C'est un peu pour ça que j'ai choisi de ne pas trop vous faire écouter, parce que il y a certaines explications de la Réunion, ou de certaines, il y a une que je parle de « Oh, t'es ma fille, ou la parente ?» Quand j'ai pris cette expression-là, j'explique ça à une public américaine. Vous allez vous ennuyer si vous entendez ça. Donc, oui, c'était conçu pour communiquer certaines choses, mais pas une leçon en anthropologie, quoi. Moi j'arrête, mais oui, tu parlais souvent d'anthropologue et d'ajouts anthropologiques dans ton travail, et on a déjà discuté un petit peu, et c'est des notions qui sont super intéressantes, mais c'est justement, après c'est la base de l'anthropologie, mais Lévi-Strauss qui faisait, Lévi-Strauss ou Philippe Descola, je sais plus, mais qui disait justement qu'il n'y avait pas de différenciation entre la nature et les sociétés et les civilisations. Et du coup, je reviens aussi sur le point que j'avais dit par rapport au paysage. Et je pense qu'à un moment, quand on vient de l'extérieur, on a besoin de faire une séparation, même si elle est brève, entre le paysage et les gens qui y habitent. Pas pour omettre une réalité politique et pour entrer dans une forme de déni et ossifier la pensée et s'enfermer dans quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt pour aussi supprimer le bruit aussi qu'il y a autour, je pense. Parce que je pense que c'est ça aussi le piège d'un discours qui peut s'assimiler à quelque chose qui est woke ou quelque chose qui est du coup politiquement correct, c'est qu'on s'empêche aussi de juste s'enraciner dans des lieux qui, avant d'être habités par la présence humaine, étaient d'abord des lieux qui existaient sans humain. Et je pense que c'est important pour pour se connecter à quelque chose et ensuite évidemment apporter et apposer un discours plutôt politique. Et c'est ce que tu fais déjà. Tu parlais justement des migrants avec l'article. Et tu donnes quand même la parole à des gens qui sont concernés, mais je sens quand même que dans ton travail, il y a une vraie préoccupation par rapport à ta place et par rapport à ta posture et à ta position. Tu as tout compris. Et c'est très dur pour moi de me positionner en fait. Ouais, ça me touche beaucoup. Yeah. Mais je pense justement que
qu'on en reparle. Ouais, j'aimerais bien en reparler avec toi, mais c'est super intéressant. Et je te remercie pour toutes les questions que tu soulèves. Merci.